Pendant que certains se plaignent de leurs factures de climatisation, ailleurs dans le monde, des familles vivent au cœur d'un volcan actif, préparant leurs repas grâce à des vapeurs brûlantes, capables de transformer l'air en fournaise. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, une grand-mère en Sibérie marche jusqu'à des toilettes extérieures par moins 71 degrés Celsius. Tandis qu'un chercheur d'or au Pérou mâche des feuilles de coca simplement pour continuer à respirer. À une altitude où beaucoup d'entre nous s'effondreraient en quelques minutes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans 10 endroits de la planète où les êtres humains ne se sont pas contentés de survivre. Ils y ont bâti des villages, des traditions, des croyances et des communautés entières, au milieu de conditions que la plupart d'entre nous jugeraient impossibles. Mais parmi tous ces lieux extrêmes, lequel mérite vraiment le titre du plus impitoyable? 1. La forêt profonde de l'Amazonie. Commençons au cœur de la forêt amazonienne, le long de la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Là-bas, l'environnement est si rude qu'un être humain non préparé pourrait ne pas tenir plus de quelques jours. La canopée emprisonne une chaleur lourde et une humidité proche de 100%. Des vipères venimeuses se dissimulent dans les branches. Les jaguars se déplacent en silence. Les insectes porteurs de maladies attaquent en nuées interminables. Pourtant, le peuple Yanomami ne fait pas que survivre dans cet univers hostile. Il y prospère. Ce qui rend leur adaptation fascinante, c'est d'abord leur rapport aux vêtements. Là où beaucoup d'entre nous porteraient des protections de la tête aux pieds, eux vivent avec très peu de tissu. Quelques cordelettes décoratives en coton ou de simples pagnes. Mais leur véritable génie se révèle dans leur architecture. Au lieu de construire des maisons séparées, qui se détérioreraient rapidement sous l'humidité, ils vivent dans une immense structure circulaire appelée chabonneau. Imaginez un gigantesque anneau fait de feuilles de palmier, capable d'abriter jusqu'à 400 personnes. Au centre, une grande place ouverte protège la communauté de la densité de la jungle. Et lorsque les feuilles finissent par se dégrader après quelques années, ils ne réparent pas seulement leur habitat. Ils reconstruisent tout, ensemble. Leur méthode de chasse repose sur une précision redoutable. Ils utilisent des sarbacanes et des flèches enduites de curare, un extrait végétal paralysant. Mais l'un des aspects les plus singuliers de leur culture est l'endocannibalisme. Pour eux, ce rituel permet de maintenir l'esprit du défunt vivant au sein de la communauté. Il ne s'agit pas seulement de mort, il s'agit d'un lien qui continue au-delà de la disparition. Avant de partir vers un endroit où l'eau semble presque inexistante, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires pour nous montrer que vous êtes toujours là. 2. Le désert du Kalahari. Le désert du Kalahari s'étend sur le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. Il couvre d'immenses étendues de sable rouge où l'eau de surface est presque absente pendant la plus grande partie de l'année. En été, la température peut atteindre 45 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, les nuits peuvent descendre sous le point de congélation. C'est dans cet environnement que les San, souvent appelés Bushmen, ont vécu comme chasseurs-cueilleurs nomades pendant des dizaines de milliers d'années. Leur stratégie de survie paraît presque impossible, jusqu'à ce que l'on comprenne leur connaissance intime du désert. Ils tirent leur hydratation de racines, de tubercules riches en eau et de melons tsama. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, ils la stockent dans des coquilles d'autruche vidées, qu'ils enterrent profondément dans le sable frais pour les utiliser plus tard. Mais leur technique de chasse les distingue de presque toutes les autres cultures du monde. Ils emploient des flèches enduites d'un neurotoxique puissant et lent, extrait des larves de certains coléoptères du désert. Une fois l'animal touché, ils le suivent parfois sur de très longues distances, jusqu'à ce que le poison fasse effet. Réfléchissez à la précision que cela exige. Dans un paysage sans route, sans GPS et sans repères évidents, ils peuvent suivre une proie blessée sur des kilomètres à travers des dunes mouvantes, en lisant des traces invisibles pour un œil non entraîné. Leurs vêtements traditionnels sont très simples, souvent faits de petites peaux animales, car dans le désert, ils ont appris qu'en faire moins peut parfois sauver la vie. Chaque adaptation consiste à coopérer avec l'environnement plutôt qu'à lutter contre lui. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ici?
Tapez 1 pour une journée, 2 pour une semaine ou 3 pour un mois. Dites-le nous dans les commentaires. Mais si vous voulez voir des humains défier la nature d'une manière encore plus spectaculaire, il faut se rendre dans la dépression du Danakil, en Éthiopie. 3. La dépression du Danakil. La dépression du Danakil ressemble à un paysage extraterrestre, avec ses bassins d'acide bouillonnant et ses lacs de lave. On la décrit souvent comme l'un des endroits les plus chauds de la planète, avec des températures atteignant régulièrement 50 degrés Celsius. Se tenir là-bas, c'est comme ouvrir la porte d'un four, puis entrer à l'intérieur. La chaleur monte du sol autant qu'elle descend du ciel, enveloppant le corps comme une couverture étouffante. Le sol est couvert de dépôts de soufre qui libèrent des gaz toxiques. Des sources acides remontent des profondeurs. Tout semble appartenir à une autre planète. Et pourtant, le peuple Afar appelle cet endroit chez lui. Les Afars ne se contentent pas de résister à la chaleur. Ils l'utilisent. L'évaporation extrême permet l'extraction de croûtes de sel presque pures. À l'aube, avant que la température ne devienne insupportable, les mineurs Afars commencent leur travail. Courbés, ils frappent le sol avec des gestes réguliers, précis, habitués à courir contre la montée du soleil. Chaque jour, leur caravane de chameaux, appelée Azaleh, transporte de lourds blocs de sel, nommés Amol, vers les hauts plateaux. Autrefois, ces plaques de sel servaient même de monnaie dans toute l'Éthiopie. Les mineurs taillent à la main d'énormes blocs dans la terre, à l'aide de haches, puis les chargent sur de longues files de chameaux pour des trajets qui durent plusieurs jours hors de la dépression. Leur adaptation culturelle est tout aussi remarquable. Pour se protéger du soleil brûlant et du vent sec, hommes et femmes Afar utilisent traditionnellement du beurre appelé subag dans leurs cheveux. Il hydrate le cuir chevelu et protège contre les éléments. Pourtant, malgré la brutalité de cet environnement, ils respectent un code d'hospitalité strict appelé FIMA. Si vous êtes leur invité dans le désert, ils sont tenus de partager avec vous leur eau rare et de vous protéger, parfois au péril de leur vie. Face à une chaleur pareille, au danger et à l'isolement, pensez-vous que vous pourriez offrir le même niveau d'hospitalité que les Afars? Oui ou non? 4. Oymyakon. Partons maintenant vers l'extrême opposé. Au cœur de la toundra sibérienne se trouve Oymyakon, largement considéré comme le village habité en permanence le plus froid du monde. En hiver, les températures descendent régulièrement autour de -50 degrés Celsius, et le record local atteint environ -71 degrés Celsius. La peau exposée peut geler en quelques minutes. Même cligner des yeux trop lentement peut faire coller les cils entre eux. À ces températures, le souffle se transforme presque instantanément en cristaux glacés. La plomberie intérieure est souvent impossible, car les tuyaux gèlent et éclatent. Beaucoup d'habitants utilisent donc des toilettes extérieures. Imaginez devoir sortir pour aller aux toilettes alors que la température approche les -70 degrés. L'agriculture est impossible sur un sol gelé en permanence. Les habitants survivent grâce à une alimentation riche en viande, notamment de renne et de cheval. Une spécialité locale s'appelle la stroganina. De longues tranches fines de poisson blanc cru et gelé, dégustées encore congelées, avec du sel et du poivre. Ici, les repas ne sont pas seulement une tradition culturelle. Ils sont une nécessité vitale, apportant les graisses et les calories indispensables pour résister au froid. Mais le détail le plus surprenant reste peut-être celui-ci. En hiver, les habitants laissent leur véhicule tourner toute la journée. Si le moteur est coupé dehors, il risque de geler complètement et de ne plus redémarrer avant le printemps. Toute la ville vit autour de cette réalité. Pendant des mois, les moteurs tournent en continu, créant un bourdonnement permanent, comme si le village ne dormait jamais tout à fait. 5. Ittoqqortoormiit. Pour comprendre ce qu'est l'isolement absolu, il faut regarder vers Ittoqqortoormiit, sur la côte est du Groenland. C'est l'un des villages les plus isolés du monde, bloqué par la glace de mer jusqu'à 9 mois par an. La ville voisine la plus proche se trouve à plus de 800 km. Lorsque la banquise empêche les navires de passer, la communauté est presque totalement coupée du reste du monde. Avec environ 350 habitants, toute la population est plus petite qu'un pâté de maisons dans de nombreuses villes.
Atteindre Itokorturmit est une véritable expédition. Les visiteurs doivent d'abord prendre l'avion jusqu'en Islande, puis embarquer dans un petit avion vers une piste isolée, avant de terminer le trajet en hélicoptère. Aucune route ne relie ce village au monde extérieur. Les maisons en bois coloré ne sont pas seulement belles. Historiquement, les couleurs indiquaient la fonction des bâtiments. Rouge pour le commerce, jaune pour les hôpitaux, bleu pour les habitations. Dans les tempêtes de neige où tout devient blanc, ces couleurs deviennent des repères de survie. Les chiens de traîneau ne sont pas une attraction touristique ici. Ils sont un moyen de transport essentiel et un outil de survie sur la toundra glacée. L'alimentation repose presque entièrement sur les ressources locales, phoques, morses et narvals. Mais les défis psychologiques sont peut-être encore plus durs que les conditions physiques. Les habitants doivent s'adapter à des mois de nuit polaire, puis à des mois de soleil de minuit. Imaginez vivre dans l'obscurité complète pendant 4 mois, puis dans une lumière permanente pendant 4 autres mois. Votre perception du temps et du sommeil serait bouleversée. Une journée typique peut commencer dans un silence si profond que l'on entend sa propre respiration dans l'air glacé. Les enfants vont toujours à l'école, enveloppés dans plusieurs couches de vêtements, tandis que les chasseurs préparent leurs traîneaux et vérifient l'état de la glace, qui peut changer sans prévenir. La vie continue, mais toujours sous l'autorité de la nature. 6. La Rinconada. Nous montons maintenant vers un endroit où l'air lui-même devient un ennemi. La Rinconada, au Pérou, est perchée dans les Andes et considérée comme la plus haute ville habitée en permanence au monde, à environ 5100 mètres d'altitude. À cette hauteur, l'air contient seulement la moitié de l'oxygène auquel le corps humain est habitué. Le cœur bat plus vite. La tête peut faire mal. Chaque pas donne l'impression de respirer à travers le vide. Pourtant, plus de 50 000 personnes vivent dans cette étendue glacée, attirées par un même rêve. L'art. Le système de travail local s'appelle le cachorro. Les mineurs travaillent 30 jours sans salaire. Absolument rien. Le 31e jour, ils ont le droit d'emporter autant de minerais qu'ils peuvent porter sur leurs épaules. Ce minerai peut contenir une fortune en or ou n'être qu'un simple tas de pierres sans valeur. Imaginez travailler un mois entier dans des conditions épuisantes, avec peu d'oxygène, puis jouer tout votre avenir sur ce que vous pouvez porter en une seule fois. Dans les mines, les travailleurs ne prient pas seulement des dieux traditionnels, ils vénèrent El Tío, le seigneur du monde souterrain. Les mineurs lui offrent des feuilles de coca, de l'alcool et des cigarettes pour qu'il les protège des éboulements et les guide vers les filons d'or. Les tunnels sont décorés de ces statues et chaque mineur porte des offrandes. Quand votre vie dépend de galeries instables creusées dans la montagne, la foi devient une forme de courage. Dans la faible lumière des tunnels, ces statues, souvent cornues et grimaçantes, inspirent à la fois la crainte et le réconfort. Elles veillent symboliquement sur des hommes qui risquent leur vie à chaque coup de pioche. Leur survie dépend aussi des feuilles de coca. Ils les mâchent en permanence pour lutter contre le mal d'altitude, calmer la faim et trouver l'énergie nécessaire pour travailler dans le froid et le manque d'oxygène. Sans coca, beaucoup s'effondreraient rapidement. À cette altitude, ces feuilles peuvent faire la différence entre tenir debout et s'écrouler. Malgré les risques, des familles vivent également ici. Les enfants marchent sur les mêmes chemins glacés, fréquentent des écoles improvisées et grandissent au rythme de la mine dans un monde où fortune, foi et survie sont étroitement liés. Aogashima. Si vivre sur une montagne vous semble extrême, imaginez vivre à l'intérieur d'un volcan actif. Aogashima est une petite île japonaise située à 358 km au sud de Tokyo. Environ 160 habitants y vivent à l'intérieur d'un volcan actif de classe C. Ce n'est pas simplement un village près d'un volcan. C'est une communauté installée dans une double caldeira, autrement dit, un volcan à l'intérieur d'un autre volcan. La dernière grande éruption, au XVIIIe siècle, a forcé les habitants à évacuer. Pendant des années, l'île est restée abandonnée. Puis, peu à peu, les gens sont revenus, choisissant de nouveau de vivre avec ce risque sous leurs pieds. Le sol pourrait se réveiller un jour,
mais les habitants ont transformé cet environnement dangereux en source de vie. Ils utilisent les vapeurs géothermiques naturelles, appelées angia, non seulement pour chauffer des saunas, mais aussi pour cuisiner. Ils font cuire des œufs, des pommes de terre et du poisson dans des marmites publiques chauffées par l'énergie volcanique. Ils utilisent même cette vapeur pour produire un sel marin très recherché, impossible à reproduire ailleurs. La boisson locale la plus connue est l'aochu, un alcool distillé puissant à base de patates douces et d'orge. En raison de l'isolement de l'île, chaque famille préparait autrefois sa propre version, ce qui donnait des goûts très différents d'une maison à l'autre. Et pourtant, les habitants choisissent de rester. Ils ne sont pas prisonniers de la pauvreté ou d'un manque d'options. Ils pourraient partir vers le Japon continental. Mais ils restent. Ils ont bâti une communauté soudée qui célèbre ce territoire volcanique. Il n'y a pas de feu rouge, presque pas de foule, presque pas de crime. Seulement une poignée de personnes qui se connaissent toutes par leur prénom. Ils ont appris à lire les humeurs de la montagne, à vivre avec ses rythmes et à trouver de la beauté au bord du danger. Les nuits dégagées, sans lumière urbaine à des centaines de kilomètres, le ciel se remplit d'étoiles, offrant un contraste presque irréel avec la terre instable sous leurs pieds. Coober Pedy. Dans l'arrière-pays brûlant de l'Australie du Sud se trouve Coober Pedy, connue comme la capitale mondiale de l'opale. Mais elle est aussi célèbre pour avoir résolu un problème extrême, grâce à une idée brillante. En été, les températures dépassent régulièrement 40 degrés Celsius, rendant la vie à la surface presque insupportable. Alors les habitants ont choisi une solution radicale, vivre sous terre. Environ la moitié de la ville vit dans des dugous, des maisons souterraines creusées directement dans la roche. Ces habitations maintiennent une température stable d'environ 23 degrés Celsius toute l'année, sans climatisation. Dès que l'on entre, la chaleur écrasante disparaît, remplacée par un calme frais et silencieux. Les murs de pierre épais agissent comme une isolation naturelle. Pas de dépenses énormes pour refroidir les maisons. Pas de combat permanent contre la chaleur. Les habitants se sont simplement retirés de la surface. Ce n'est pas seulement une adaptation. C'est une redéfinition complète de ce que peut être un foyer. L'économie locale tourne autour de l'extraction d'opale. Mais même les loisirs peuvent devenir une chance de fortune. Une activité populaire s'appelle le noodling. Il s'agit de fouiller les tas de roches rejetées par les mines, appelées mulok hips, pour y trouver des opales oubliées. Les gens passent leur week-end à chercher des trésors dans ce que d'autres considèrent comme des déchets. Chaque tas peut cacher une découverte qui change une vie. Un éclat de couleur dissimulé dans une pierre ordinaire. Le plaisir ne vient pas seulement de la trouvaille, mais de l'idée que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut tomber sur une pierre précieuse. L'eau est rare et l'herbe presque inexistante. Les habitants ont donc adapté leurs loisirs. Ils possèdent un parcours de golf de 18 trous, entièrement fait de sable et de terre huilée. Les joueurs transportent un petit morceau de gazon artificiel pour leur départ et jouent souvent la nuit avec des balles lumineuses, afin d'éviter la chaleur. Sous le ciel immense du désert, les parties se déroulent presque en silence. Éclairés par les étoiles et les traînées lumineuses des balles. Ils ont créé une forme de normalité, dans un lieu où la normalité n'existe pas vraiment. 9. Mawsynram. Après les terres les plus sèches, partons vers l'un des endroits les plus humides de la planète. Mawsynram, dans le nord-est de l'Inde, est reconnu par le livre Guinness des records comme le lieu le plus pluvieux du monde, avec plus de 11 600 mm de pluie par an. Pour comparer, beaucoup de régions considèrent déjà 1000 mm de pluie annuelle comme une quantité importante. Mawsynram en reçoit plus de 10 fois plus. Pendant la mousson, la pluie ne tombe pas simplement. Elle s'abat en rideaux massifs, transforme les sentiers en rivières et plonge le paysage dans un mouvement permanent. Le ciel disparaît souvent derrière de lourds nuages gris, comme si le soleil avait été effacé pendant des mois. Les parapluies sont inutiles face au vent de mousson. À la place, les habitants portent des knups, des protections traditionnelles contre la pluie en forme de carapace de tortue, fabriquées avec du bambou et des feuilles de bananier.
Elle repose sur la tête et couvre le dos, laissant les mains libres pour travailler dans les champs, même sous des pluies torrentielles. Mais leur adaptation la plus impressionnante est architecturale. Comme les ponts en bois pourrissent très vite dans cette humidité, le peuple Kazi a développé des ponts vivants faits de racines. Ils guident les racines aériennes de figuier à caoutchouc au-dessus des rivières, à l'aide de troncs de bétel évidés. Il faut entre 15 et 30 ans pour qu'un pont devienne assez solide pour être traversé. Mais avec le temps, il se renforce au lieu de s'affaiblir. Ce ne sont pas des structures construites, ce sont des infrastructures cultivées. Sur les toits, ils utilisent de l'herbe épaisse, non pas seulement pour l'isolation, mais pour atténuer le vacarme constant de la pluie. Imaginez une pluie si forte et si continue qu'il faut adapter sa maison simplement pour pouvoir discuter à l'intérieur. Même au calme, le bruit ne disparaît jamais complètement. Il reste présent, comme un battement de fond qui accompagne toute la vie quotidienne. 10. Furnace Creek. Enfin, nous arrivons à Furnace Creek, en Californie, au cœur du parc national de la vallée de la mort. Cet endroit détient le record de la température de l'air la plus élevée enregistrée de manière fiable sur Terre, 56,7 degrés Celsius en 1913. Le fond de la vallée est totalement exposé au soleil et les montagnes abruptes qui l'entourent emprisonnent la chaleur avec une efficacité redoutable. La vie ici obéit à un horaire strict, entièrement dicté par le soleil. Les tâches, les travaux extérieurs et les déplacements se font à l'aube. Vers 10 heures du matin, on rentre à l'intérieur et l'on n'en ressort généralement qu'au coucher du soleil. La chaleur n'est pas seulement désagréable, elle peut devenir mortelle. À midi, une exposition même brève peut pousser le corps vers l'épuisement dû à la chaleur ou le coup de chaleur. Le silence du désert à ces heures-là est presque inquiétant. Les animaux bougent à peine. L'air lui-même semble figé. Une petite population composée d'employés du parc national et de membres du peuple autochtone Timbisha-Shoshone vit ici toute l'année. Leur survie repose sur la climatisation moderne, mais aussi sur une discipline stricte face à la chaleur. Pour les Timbisha-Shoshone, cette terre n'est pas seulement un lieu où l'on peut survivre. C'est une terre ancestrale, habitée par des générations de connaissances sur l'emplacement de l'ombre, de l'eau et des abris dans un environnement qui paraît totalement impitoyable. Les visiteurs, eux, sont souvent en danger parce qu'ils ne comprennent pas à quelle vitesse leur sueur s'évapore. Ils ne se sentent pas forcément trempés, donc ils ne réalisent pas qu'ils se déshydratent. L'humidité quitte la peau presque aussitôt, donnant l'illusion que le corps ne perd pas d'eau, alors qu'il en perd rapidement. Les habitants boivent plusieurs litres d'eau par jour et couvrent chaque parcelle de peau avec des vêtements amples, légers et protecteurs contre les rayons UV. Après avoir exploré ces 10 lieux presque impossibles, une vérité se dégage. Elle remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la nature humaine. Ces histoires ne parlent pas seulement de personnes coincées par les circonstances ou incapables de partir. Elles parlent de communautés qui ont choisi de rester, de s'adapter et de construire une vie là où beaucoup ne verraient qu'un danger. Les Yanomami pourraient rejoindre les villes. Les Afars pourraient abandonner le commerce du sel. Les habitants d'Aogashima pourraient partir vivre sur le continent japonais. Mais ils ne le font pas. Ils ont trouvé dans ces environnements extrêmes quelque chose que le confort moderne ne donne pas toujours. Un but, une communauté et un lien profond avec la terre. Chacune de ces communautés a développé bien plus que de simples techniques de survie. Elles ont créé des cultures riches, des systèmes sociaux complexes et des liens spirituels avec des lieux d'une dureté incroyable. Elles ont transformé les endroits les plus hostiles du monde en véritables foyers. Elles nous prouvent que l'adaptabilité humaine ne consiste pas seulement à supporter la souffrance. Elle consiste aussi à trouver du sens, de la beauté et un sentiment d'appartenance dans les lieux les plus inattendus. Alors, que nous apprennent ces communautés sur nos propres limites, sur notre capacité à changer, à résister, à nous relever. Elles nous rappellent que le confort n'est pas toujours la valeur humaine la plus importante. Le lien compte, le but compte, la volonté de construire quelque chose de significatif, même lorsque tout semble jouer contre nous, compte encore davantage.
Laquelle de ces communautés extrêmes vous a le plus marqué? Avez-vous déjà découvert en vous une force inattendue dans une période difficile? Partagez votre avis dans les commentaires. Nous avons toujours hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin que nous puissions vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette aventure vous a plu. Votre soutien compte énormément. Nous vous souhaitons le meilleur.